Nana, Kabyle, la voiture rouge. Avec les cousins Blidard, ils sont plus forts que Scotland Yard. Nana, Kabyle, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Attention les vedettes. Nana, Kabyle, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Et maintenant c'est la fête. À la station Barbès, il y a des CRS. Moi je n'ai pas de stress. Je dis bonjour, elle est baisse. C'est comme plus belle la vie. Tout le monde il est gentil. De midi à minuit, il y a toujours une épicerie. Oh oui, Nana, Kabyle, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Attention les vedettes. Nana, Kabyle, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Et maintenant c'est la fête. Bonjour mademoiselle, t'es jolie, t'es belle. A dit j'ai vu du miel. Mais comment tu t'appelles? Viens dans mon studio, je te fais des photos. J'ai fait du thé bien chaud pour toi avec des petits gâteaux. Oh, 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 oh. Avec des petits gâteaux. Oh, 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 oh. Nana, Kabyle, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Attention les vedettes. Nana, Kabyle, la voiture rouge. Sont venus faire l'enquête. Et maintenant c'est la Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode, la 16e tentative au sud. Le Pérou, ça part en vrille. C'est parti. Allez, cette semaine, ça a été très chargé et vous allez comprendre assez vite pourquoi. Nous sommes partis donc de Lima, nous sommes descendus en longeant le Pacifique, je vais zoomer, pour aller à Pisco. Nous avons fait une petite pause pour dormir, puisque la route est déjà assez longue, il y a déjà 4h30 de route. Ensuite de ça, je vais continuer de zoomer. Nous avons visité donc le village de Paracas, et ensuite toute la réserve de Paracas, qui est absolument magnifique, désertique, c'est très très beau à voir. Ensuite, nous avons repris la route pour reprendre la panaméricaine sud, que vous voyez sur la carte. Nous sommes arrivés donc à Ica, qui est une grosse ville du Pérou, où on va zoomer. Nous sommes allés donc dans l'oasis de Huacachina. Vous allez voir, c'est très sympa aussi. On ne soirait pas du tout au Pérou. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos qui suivent. Ensuite de ça, dans la même journée, on est reparti. On est remonté donc vers Pisco, puisqu'après nous avons pris la panaméricaine 28 pour gagner la ville de Ayacucho. Donc comme vous pouvez le constater sur tout le tracé de la route, c'est que de la montagne. On a passé plusieurs cols à 4000 mètres, on est redescendu à 3000, à 2000, on remonte à 4000, tout le long. Nous avons visité donc la ville de Ayacucho, comme vous pouvez le constater, qui est aussi une grosse ville. Je n'ai pas trouvé spécialement qu'elle était très grosse, personnellement. Le centre-ville est assez petit, vous verrez dans les vidéos ce que je pense d'Ayacucho. Et ensuite de ça, au Pérou, comme c'est dans le titre, ça part en vrille. Donc en fait, vous aviez toutes les routes qui étaient bloquées. Alors, le but, au départ, c'était d'aller directement au Machu Picchu qui se situe ici. Comme vous pouvez le constater, il y a que des montagnes au milieu, vous avez des montagnes au sud et vous avez la selva finalement qui est au nord, qui part en vert. Pour y aller, il y a à peu près entre 15 et 17 heures de route. Vous prenez une route ou une autre. On a deux choix dans ces cas-là, où on prend donc la panaméricaine 3S qui se situe au sud, où on prend la route de la selva qui passe au nord. Tout le monde m'a dit, surtout tu ne la prends pas en raison des pluies et de la dangerosité de la route, parce que le coin craint un peu. Donc j'ai préféré partir vers l'option de la route au sud dans les montagnes. Le problème, c'est que comme le Pérou se réveille, du coup il y a des blocages partout sur les routes. Alors, on n'a pas eu 50 solutions. De toute façon, pour Machu Picchu, il n'y a pas 50 routes. Nous n'avons pas pu prendre cette route-là, donc nous avons pris la panaméricaine 32A pour redescendre à Puquio.
voyez, bien au sud, donc je ne vous dis pas le nombre de kilomètres. Et là, cette route-là, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de montagne. Je crois qu'on descend pas en dessous de 3000 mètres, on monte jusqu'à 4700 mètres. Voilà, vous faites que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Je peux vous dire, le Koleos, il en avait ras-le-bol. Ensuite, on avait 2 choix arrivés à Puccio, puisqu'on est tombé parce qu'on est arrivé très tard dans la nuit, à minuit. On est tombé sur des gens qui essayaient d'échapper au blocage de Cusco pour savoir quelle route on pouvait prendre pour monter. On avait 2 choix, soit on prenait la panaméricaine 30A, soit la 30B. La 30A, on a appris qu'elle était bloquée, donc on s'est dit, bon, on va passer par la vraie route de montagne, la 30B. Donc nous avons pris cette route-là et nous nous sommes retrouvés bloqués ici. Vous allez comprendre pourquoi et ce qui s'est passé après. Nous sommes donc redescendus à travers toutes ces montagnes à Puccio. Donc je ne vous dis pas, quand vous faites l'aller-retour là, c'est 10 heures de route à travers les montagnes. À Puccio, on a pris la décision de finalement rentrer sur Lima plutôt que de continuer puisque c'était beaucoup trop dangereux. Donc là, je vais dézoomer un peu. Nous avons pris celle de la Panaméricaine 30A, donc qui traverse des montagnes, c'est absolument magnifique jusqu'ici. Nous sommes arrivés donc à Nazca, qui est connu pour des fameuses figures dans le désert. Et ensuite, nous sommes remontés donc par la Panaméricaine Sud, à Ica, où là, nous avons eu quelques problèmes de blocage. À cet endroit aussi, nous avons eu d'autres problèmes, là, beaucoup plus conséquents, de blocage. Et puis, nous avons pu remonter par Pisco, puisque nous sommes remontés donc à Lima. Voilà pour cette semaine et cette Minute Géo. Je peux vous dire que c'était un sacré nouvel an puisqu'on est sorti au Bizarro, qui est un club assez select à Lima. Et franchement, c'était le feu. Trop bien. On a bien débuté l'année. C'est parti pour la suite. Bon, on a quitté Lima, on est en direction on est d'arriver à Paracas, donc on descend toujours un peu plus vers le sud, on a longé le Pacifique, et puis demain on va faire la réserve donc de Paracas, et normalement l'oasis de Huacachina. On va essayer de mettre un petit coup de collier là sur le trajet. Voilà, donc un peu triste de quitter Lima parce que j'y ai passé 10 jours, un peu plus de 10 jours, absolument incroyable. Pour l'expérience avec Margaret, Marcé et Franco. Voilà, leur famille, ils m'adorent, je les adore, donc le courant passe hyper bien. Donc ça, c'est un peu triste de partir. C'est le revers de la médaille du voyage, c'est que quand tu as la chance de tomber sur des gens qui sont vraiment, vraiment extraordinaires, bah, quand il faut les quitter, c'est dur. Donc là, ouais, ça m'a mis un petit coup au moral quand même, parce que c'est vraiment des gens que j'adore. Mais bon, il faut avancer dans le voyage, donc obligé de partir. Donc on a quitté Lima, très fatigués tous les deux parce qu'on a bien fait la fête hier. On a bien rigolé en boîte de nuit. Rudy a découvert ce que c'était les boîtes reggaeton de Lima.
Donc je lui laisse la primeur de vous le raconter, comment ça se passe, mais parce que de toute façon vous ne me croirez jamais. Donc voilà, donc là on est reparti dans le voyage un peu plus road trip et roots, à l'image de l'hôtel que vous allez voir juste derrière. Bon, on a trouvé un petit hôtel pour dormir en catastrophe parce que impossible de camper dans le coin. La réserve étant fermée le soir, on n'a pas pu du coup trouver un coin. Mais là, on est dans un hôtel. À mourir de rire. On a demandé du papier toilette, parce qu'il n'y avait pas de papier toilette. Voilà ce qu'on nous a donné. Mais c'est à mourir de rire. C'est vraiment n'importe quoi cet hôtel. Mais au moins on rigole. Ça c'est sûr qu'on rigole. Ce qui est bien dans ces hôtels-là, c'est qu'on se dit, il y a du bruit. Mais il y a des fenêtres. Normalement, je regarde si c'est fermé. Non mais en fait, c'est pas... ils ont remplacé une fenêtre par du carton. C'est sûr que c'est tout pété. Oh putain, c'est n'importe quoi. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a la plaque océanique. Là où on est nous, là, ici et là, ça, c'est la plaque terrestre. Et ici, là, ben, en fait, c'est la zone la plus sismique du monde. C'est pour ça qu'au Pérou, il y a énormément de tremblements de terre. Donc c'est juste là, devant nous, là. Que les deux, elles se frottent sans arrêt. Ça fait des petites cavités comme ça où on peut plonger. Mais on n'ira pas plonger.
Bon, du coup, on part faire du buggy avec Rudy, parce qu'il voulait absolument descendre une dune en faisant du surf. Donc on va aller voir ce que ça donne. Il fait une chaleur. Oh, c'est un truc de fou. On se croirait dans le Sahara, tellement il fait chaud. C'est même violent pour la peau, quoi. Donc c'est parti pour notre petite session buggy à Wakachina.
à vous arrêter. Bon, on est le 5 janvier. La contestation a repris de plus belle au Pérou depuis hier. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo d'avant, il y a des manifestations. Toutes les routes pour partir d'Ayacucho pour aller au Machu Picchu sont bloquées. Il y a une route qui passe par la selva, donc qui passe par la Pampa. Elle est dangereuse et c'est une piste en terre, donc avec la saison des pluies, tout le monde me dit non, faut pas passer par là. Donc on va se taper un méga détour, comme vous avez pu le voir dans la minute géo, pour essayer de rejoindre le Machu Picchu, dans l'espoir que la route soit pas bloquée, déjà, et dans l'espoir qu'entre-temps, ils ne ferment pas le site, parce qu'ils ont fermé l'accès au train. Bon, on ne devait pas prendre le train, parce que de toute façon, ils se la racontent sur le prix, on est à 75 $ US par personne pour le train. Bon, le train, il fait pas 2 heures de train, hein, tu fais 3 quarts d'heure. Hein. Donc c'est prohibitif, surtout dans ce pays-là. Donc on va marcher, ça ne changeait pas trop notre plan, mais j'espère que le site là-haut n'est pas fermé. Parce qu'il y a 4 heures de rando pour y aller au premier village, pour après se taper 1h30 de rando pour le Machu Picchu. Donc autant vous dire que si je marche tout ça, pour que j'arrive devant, comme disent, c'est fermé monsieur, je peux tuer quelqu'un. Donc là, voilà, donc là on prend la route, on reste sur nos gardes, surtout moi je reste bien sur mes gardes là-dessus. On a sorti les machettes et tout ce qui nous sert à nous défendre, au cas où si on a besoin de se faire respecter, dans l'espoir qu'il ne soit pas trop violent, parce que la contestation est quand même un peu plus violente que ce que j'ai pu voir au mois de décembre. Donc on se tient prêt, et puis on va voir si on peut continuer à faire le sud du Pérou, ou s'il va falloir se sauver en catastrophe en Bolivie, sachant que l'accès à la frontière en Bolivie pour l'instant est fermé. Donc c'est la merde. Donc voilà.
Bon, on s'est fait bloquer dans un bloquéo et puis des gens sympas, ils m'ont pété la valve du 4x4, donc obligé de changer la roue. Super le Pérou. Bon, on a tout essayé pour essayer de rejoindre Cusco et notamment le Machu Picchu. Pour vous donner un exemple, là je vous parle, il est 15h, j'ai commencé à rouler hier à 11h, j'ai dormi que 3 heures. Donc ça fait quasiment 24 heures que je roule. On a fait des kilomètres pas possibles, on en est à quoi, 2 plein et demi là déjà. Donc c'est pour vous donner une idée de tout ce qu'on a roulé. Que des routes de montagne, des serpentins comme ça, à 4000 mètres d'altitude. Hier, pour vous donner un exemple, on n'est pas descendu en dessous de 3005 sur peut-être 500 km. Donc c'est pour vous donner le truc. On fait que des cols super hauts, je crois que même on a passé un col à 4007. Donc voilà, donc là c'est un peu compliqué. On avait trouvé une route qui était libre. Et en fait, arrivé presque au bout de la route, vers celle qui devait nous mener au Machu Picchu, dans un petit village, et il y avait un bloquéo. Ils étaient quoi, une bonne vingtaine, peut-être une trentaine. Ils nous ont sauté dessus, carrément, sur la voiture. J'ai essayé de négocier avec eux, pas moyen. Et puis pendant qu'on regardait à gauche, ils nous ont crevé le pneu à la jambe droite. Donc on s'est barré en vitesse. On a réussi à changer le pneu avec Rudy rapidement. Et on s'est sauvé rapidement pour pas finir en poisson pané. Donc là voilà, là on essaie de retourner à Lima malheureusement. C'était pas prévu comme ça et Lima est très loin, donc on va en rerouler encore énormément de temps. Mais on n'a pas bien le choix, c'est la seule manière de rentrer un peu en sécurité parce que le sud du Pérou là ça devient vraiment dangereux pour le coup. Et la différence avec le mois de décembre, les premiers bloquéos, c'est que je trouvais que c'était moins violent. Et surtout, ils ne touchaient pas les touristes. Que là, ils n'en ont plus rien à foutre. Là, c'est nos limites. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué et dangereux. Donc on essaye de rentrer à Lima. Il va falloir qu'on feinte aussi parce qu'il y a aussi d'autres bloquéos pour y arriver. Voilà, si on écoute tout le monde, on reste bloqué au milieu de nulle part en fait. Donc hors de question. Donc on essaye. On verra bien si ça passe ou ça casse. Expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Quand nous sommes arrivés donc à Ica, ça faisait déjà quasiment 48 heures que je roulais, j'étais mort de fatigue. J'en pouvais plus. À Ica, il y avait un énorme bloquéo, comme vous avez pu voir, avec les fils de camions qui s'enchaînaient. Heureusement, on a pu passer, en fait, en suivant les gens dans la ville, on a pu passer par derrière dans des petites trous, dans du sable, en fait, pour pouvoir sortir du bloquéo, bien aidé par quelques policiers et quelques habitants qui laissaient passer les gens, puisque c'était des cours qui étaient privés. On a pu passer. Et un peu plus loin, vous avez un village qui s'appelle Guadalupe. Et là, c'était totalement bloqué. La police ne pouvait rien faire, donc on était totalement bloqué. Heureusement, il y a un type qui me dit, écoute, regarde, il y a une route qui part là-bas, dans un champ, essaye de voir si tu peux passer dessus. Donc nous voilà partis. Il faut imaginer, en pleine nuit, les gens qui aient une espèce d'atmosphère vraiment de guerre un peu. Vous savez jamais trop quoi vous attendre, les gens vous regardent de manière suspecte, qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas, ça vous donne cette impression que tout le monde va essayer de vous voler, etc. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien à ce moment-là. Et vous vous retrouvez effectivement à rentrer dans un espèce de village où il n'y a pas de route. Les gens vous regardent tous avec des airs ahuris, mais qu'est-ce qu'il fout là? Passer dans des chemins pas possibles. On est passé à travers un champ de boue
une boue un peu mi-sèche, mi-humide. Heureusement que le Coléos tient vraiment bien en 4x4 et que j'avais les bons pneus. On a pu passer, revenir dans le noir, donc là on est dans le noir total, pour arriver sur la panne, pour reprendre la panne américaine où on était seul au monde, il n'y avait personne. Voilà. On avait l'impression d'être deux bandits en train d'échapper à la police. C'était drôle après coup, parce que sur le moment ça n'allait pas du tout. Je peux vous rassurer, quand vous vous baladez avec votre maison, parce que votre voiture c'est votre maison, et que vous dites tout moment on peut tout me voler, et mon voyage est terminé, je peux vous dire que c'est pas drôle du tout, d'autant que le bloquéo d'avant où on m'a crevé un pneu en nous sautant dessus à 20, ça m'a pas fait rire du tout. Donc on est parti, on continue, on trace, on trouve plus loin la police, on leur demande la route, est-ce qu'elle est libre? Parce que sinon il fallait passer via un désert, il fallait repasser par la réserve de Paracas via un désert. La police me dit non, c'est bon, tu peux rouler jusqu'à Lima. C'est bon. Feu, on continue la route, un brouillard épais, donc t'es là, tu conduis à 80 comme ça, avec les yeux ouverts, tous les feux allumés en disant putain j'espère qu'il n'y a rien sur la route, parce que vous avez bien vu qu'au Pérou c'est du n'importe quoi. Pour arriver ensuite 1h30 après à un barrage où là il y a un flic qui nous a racketté du pognon. Donc dans la même journée, vous voyez, ça faisait beaucoup de choses et j'étais quand même très content d'arriver enfin à Lima et de me dire je pose la voiture, je rentre dans ma chambre, je prends une douche et je vais dormir. Donc ça c'était la fin de notre voyage, obligé de retourner à Lima parce que c'est le seul endroit où c'est plutôt calme pour pouvoir continuer cette semaine. Alors avec cette petite semaine off, donc j'ai pas grand chose à vous montrer en vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait énormément de choses, j'ai fait plutôt des choses tactiques. Nettoyage de la voiture, j'ai fait une vidange parce que j'ai eu quelques soucis moteurs avec le témoin d'antipollution qui s'est allumé pendant longtemps, donc il a fallu faire une vidange pour changer l'huile. J'ai écumé les clubs de salsa avec Marga pour aller danser et rigoler un petit peu. Je me suis promené un petit peu, voilà. J'ai pas fait grand chose cette semaine-là, mais ça m'a permis au moins de remettre à jour un peu tout dans la voiture. J'ai pris un peu le temps de cuisiner aussi, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas cuisiné, ça m'a fait plaisir, puisque cette fois-ci, on a pris un Airbnb avec une grande cuisine, donc ça c'était plutôt sympa. Sur la situation actuelle au Pérou, à l'heure où je vous parle, je vais pouvoir vous montrer directement sur cette carte pour vous montrer ce qui se passe. Alors voilà un petit peu une carte interactive de ce qui se passe en ce moment au Pérou, sachant que c'est pas très à jour et qu'il manque beaucoup de blocages. Les points jaunes, ce sont des points de restriction, donc c'est compliqué. Les points rouges, vous ne pouvez pas passer. Comme vous pouvez le voir, la frontière qui est au sud, donc il permet d'aller dans 2 pays. Vous pouvez aller soit entrer en Bolivie, soit vous rentrez au Chili. Et comme vous pouvez voir, tout autour, il y a des points rouges, donc c'est pas possible d'y aller. Là aussi, vous voyez tous ces points rouges accumulés, c'est pour accéder à Cusco et au Machu Picchu. Vous ne pouvez pas y aller non plus. Donc le sud, là, ça part vraiment en cacahuète. Tout est bloqué pour descendre, sachant qu'il manque plein de points de blocage sur la panaméricaine qui ne sont pas notés. Ça devient vraiment la galère. Je ne sais pas trop comment je vais réussir à passer. Ça sera dans le prochain épisode de savoir est-ce que oui ou non on a réussi à se barrer de ce pays qui part totalement en vrille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pérou, il y a une vraie contestation. Il y a beaucoup de gens qui se servent aussi de cette contestation pour faire du grand n'importe quoi. Tout le sud du Pérou est complètement bloqué. C'est un peu la catastrophe. Les manifestants se tirent dessus avec la police. Tout change de 5 minutes en 5 minutes. Vous avez des villes il n'y avait rien, ça devient un gros bordel. Des villes où c'était gros bordel, puis ça devient un peu plus calme. Pour vous donner un exemple, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on est vendredi. Il y a déjà plus de 50 morts. Hier, ils ont carrément brûlé vif un flic dans sa voiture vers Puno, donc vers le lac Titicaca. Donc voilà, donc ça part vraiment en sucette. Des manifestations, ce qui est très étrange au Pérou, c'est que la capitale, pour le coup, n'était pas impactée pour l'instant. Il commence à y avoir des manifestations dans l'hypercentre, donc pas là où je suis. Dans l'hypercentre, plutôt des manifestations pacifiques pour le moment. Il y a quand même pas mal de flics à Lima. Voilà, donc le pays là part vraiment en vrille. Cusco, jusqu'à présent, il y avait plein de touristes qui mettaient sur des messages, les Français au Pérou par exemple, oui, nous on est trop contents, on a réussi à être à Cusco, etc. Aujourd'hui, ils sont bloqués, ils pleurent misère parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc l'aéroport de Cusco est enfermé aussi parce qu'il y a des gens qui essayent de s'introduire dans l'aéroport. Voilà, ça devient un vrai bordel. Donc je ne sais pas comment je vais y arriver, mais il faut absolument que je quitte le pays. Il faut absolument que je quitte le pays par le sud, puisque je n'ai pas le choix. Vous pensez bien que je ne peux pas passer par l'Amazonie avec ma voiture, c'est pas possible, et que je ne peux pas faire un tour dans l'autre sens en faisant tout le tour de l'Amérique du Sud, en remontant par la Colombie, le Venezuela, on ne peut pas le traverser. Donc la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de passer en Bolivie et au Chili pour essayer de me sauver le plus vite possible au sud. Normalement après, Chili, Argentine, on est des pays beaucoup plus calmes parce que beaucoup plus riches.
On verra bien comment on va s'étendre les contestations. L'inflation n'aidant pas, le prix de toutes les matières explose, comme le gasoil, etc. Donc je peux comprendre que les gens, ça les énerve, mais au Pérou, c'est franchement du foutage de gueule pour plein de choses. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai un peu mon ressenti sur le Pérou, sur les Péruviens. Vous allez voir, on va faire comme en Colombie, on va péter tous les mythes. Allez, cette semaine, dans cette rubrique tips, des petits tips concernant la sécurité. Alors déjà, première chose, les flics ici sont vêtus tous de noir, d'accord. Les forces spéciales de la police sont, eux, en vert kaki, mais généralement, vous croiserez des flics habillés en noir. Sont tous corrompus, voilà. Je me suis fait racketter plusieurs fois l'argent au Pérou. Alors, c'est pas des grosses sommes, hein, mais c'est plusieurs grosses sommes. N'hésitez pas à leur rentrer dedans. Je vous donne un exemple. La première fois que je me suis fait racketter des sous, c'était en venant à Lima. Le gars me dit dans un espagnol, en parlant comme s'il il faisait la manche, me demandant des sous parce qu'il avait faim et qu'il voulait aller manger. Je lui ai répondu tac au tac, moi aussi j'ai faim. Ça l'a décontenancé, mais voilà, vous pouvez essayer d'avoir ce petit jeu-là comme ça avec la personne, puisqu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils le font qu'avec les touristes ou les gens avec qui ils sentent qu'ils ont cette facilité de faire comme ça. Donc voilà, donc ça, dessus. Pour vous donner un exemple, on m'a racketé à chaque fois 10 sols. 10 sols, c'est l'équivalent de 2,50 €. Donc c'est pas des fortunes, mais sur le principe, j'aime pas du tout ça. Bienvenue en Amérique du Sud, surtout bienvenue au Pérou. Un autre tips que je vais vous donner, quand vous venez en Amérique du Sud, venez armé. Quand je dis armé, dans vos voitures, vous ayez toujours une matraque, un grand couteau, une machette, quelque chose qui puisse vous servir. Alors c'est pas pour servir, c'est pas pour aller lui couper la tête ou lui couper une main, mais c'est surtout pour être dissuasif. Si vous avez besoin un jour de le sortir pour montrer que vous êtes prêt à vous battre et que vous voulez marquer une distance, ça marchera forcément. Dans le bloquéo dans lequel j'ai été pris à partie, ils étaient 20, ils étaient équipés de tournevis, de choses comme ça, mais ils n'avaient pas de machette par exemple. Moi avec la machette que j'ai, qui est longue comme ça les maintient un petit peu à distance et ça montre que vous n'allez pas vous laisser faire facilement. Et forcément, les gens qui cherchent à vous voler cherchent des cibles faciles. Donc je vous le dis, la police est quand même ultra tolérante en Amérique du Sud avec les touristes qui sont armés comme ça, matraque et compagnie, parce qu'ils savent très bien qu'on va pas l'utiliser pour frapper volontairement des gens, mais pour se défendre. Je vous le dis, je me suis fait arrêter plusieurs fois en Colombie ou au Pérou, ils la voient, on ne me dit jamais rien à chaque fois. Et pourtant, j'ai la machette cachée, j'ai la machette à côté de moi, j'ai la matraque à côté de moi, j'ai l'opinel aussi à côté de moi, donc on le voit facilement. Deuxième chose que je vous dis, lorsque vous arrivez à un feu rouge, un stop ou dans un bloquéo, ne venez jamais vous coller à la voiture qui est devant vous. Laissez toujours une distance qui vous permet de pouvoir vous décaler et sortir à n'importe quel moment. Ça vous évitera que quand il y a une voiture derrière qui arrive et qui, elles, vont venir vous coller parce que les Péruviens ne savent pas conduire, ou dans d'autres pays pareils, vous ayez la place de pouvoir vous dégager et de pouvoir fuir en cas de problème. Parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il y a 20 personnes devant vous, la voiture devant s'arrête et puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi les 20 personnes vont se mettre à courir sur votre voiture. Au moins, vous avez la place pour pouvoir débrayer. Pareil, vous êtes en ville, un scooter se met à côté de vous, vous montre une arme pour que vous baissiez la vitre, vous aurez toujours la place de mettre un grand coup de première pour vous barrer vite fait, bien fait. Ça, c'est toujours un élément de sécurité à bien garder en tête. On laisse toujours une distance de sécurité. Autre chose aussi, quand vous vous retrouvez face à un problème qui est devant vous, typiquement comme le bloquéo où je me suis arrêté, la première des choses que j'ai fait, c'est, bon, j'ai essayé de discuter avec eux, mais quand j'ai vu qu'ils approchaient, j'ai passé la marche arrière. Pourquoi? Ça a l'air de rien, mais au cas où j'avais la marche arrière enclenchée, c'est-à-dire que si jamais les gens attaquaient, je pouvais tout de suite en levant mon pied de l'embrayage, prendre de la vitesse et fuir la problématique. Essayez toujours d'anticiper un mouvement que vous pourriez faire derrière. Passer une marche avant, passer une marche arrière, ça vous permettra toujours d'être en sécurité, de pouvoir réagir de manière extrêmement rapide à la situation. Pourquoi? Dans ce genre de situation, personne ne va vous tendre un panneau, attention, je vous attaque. Il va falloir réagir en une fraction de seconde. Pour vous, pour votre sécurité, pour la sécurité de votre véhicule, pour tout, c'est toujours mieux. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des gens qui vous jettent des pierres aussi. Avec la marche arrière enclenchée, vous voyez des pierres voler, vous pouvez tout de suite mettre un coup de marche arrière, reculer rapidement pour échapper à ça. Voilà, comme ça, vous êtes prêt, vous êtes toujours en alerte. Vous mettez une première, vous mettez une marche arrière, vous êtes tranquille. Dernier tip qui devrait vous aider, c'est comme quand vous marchez dans la rue.
Un voleur va tout de suite remarquer si vous avez une démarche de touriste, de gens qui regardent comme ça, nanani, nanana. Non, marchez de manière sûre, d'accord? Vous êtes sûr de vous, vous marchez, vous allez d'un point A à un point B, vous n'êtes pas là à flâner comme si vous étiez dans le centre de Paris ou dans le centre de Lyon, etc. Non, on ne peut pas faire ça en Amérique du Sud. Bon, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, le voleur va tout de suite repérer que vous êtes un touriste et que vous êtes là pour vous promener. Et bien, c'est la même chose en voiture. Ne soyez pas hésitant. Même si vous ne savez pas où vous allez, c'est pas grave. Vous prenez à droite, vous prenez à gauche, vous vous arrêtez sur le bas-côté, vous cherchez sur votre téléphone, vous reprenez votre voiture. Ne soyez pas hésitant, ne montrez pas que vous n'êtes pas du coin, que vous ne savez pas où vous allez, que vous ne savez pas comment ça marche. Ne montrez rien. Soyez sûr de vous. Même si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Vous le faites. De toute façon, vous prenez à droite ou à gauche, c'est pas grave. Vous ferez un demi-tour, vous repartirez dans un autre sens. C'est pas grave. Mais de toute manière, montrez que vous êtes sûr. C'est votre attitude qui va vous trahir ou non. C'est pas vos mots. Et c'est ce que détectent ces gens-là. Essayez de rester discret, surtout. Je vous donne un exemple. Vous passez dans un village. Vous sentez qu'il y a une atmosphère. Faites confiance à votre jugement. Moi, je me serre toujours mon nez. Quand je sens que ça pue, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que ça pue. À ce moment-là, je ferme mes fenêtres. Je m'allume pas de cigarette. Je baisse la musique. Voilà, je sens des choses comme ça. Dites-vous une chose, si vous roulez avec la fenêtre ouverte, vous avez de la salsa, du reggaeton, vous passerez à peu près inaperçu puisque tout le monde écoute ça. Vous passez avec la grosse techno ou du gros rap, on va tout de suite vous remarquer. Pareil pour la chanson française. Ils vont bien entendre que c'est pas des chansons d'Amérique du Sud. Donc, l'idée, c'est surtout de paraître discret. Donc, si vous faites ça, si vous voulez écouter ce genre de musique, vous baissez le son, vous fermez vos fenêtres, vous restez le plus discret possible. Voilà, vous évitez de vous montrer facilement, vous évitez tout ce qui est aussi vêtements style très américanisé, casquette de travers, bandana, choses comme ça. Vous passez le plus inaperçu possible. Dans vos vêtements, c'est pareil. Vous passez le plus inaperçu. Et c'est comme ça que vous éviterez les problèmes. Parce que vous êtes sûr de vous, on ne sait pas trop d'où vous venez, vous n'avez pas une attitude, ce qu'ils appellent une attitude de gringo, c'est pas une attitude de gringo, et vous écoutez la même musique qu'eux. Donc, ça leur met systématiquement le doute, ils ne savent pas trop d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites là, etc. Donc on vous regarde, si vous voulez, celui qui va faire attention, il va vous regarder, il va vous dire tiens, bizarre, lui il n'est pas forcément du coin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas dans le coin. Et c'est ça qui fait la vraie différence, et c'est ça qui vous permettra par moment d'échapper à un vol gratos, etc. J'en connais plein en Amérique du Sud, j'en ai vu plein, surtout en Amérique du Sud, qui même après 1 an de voyage, ont eu des problèmes, à qui on a volé le téléphone portable, l'argent liquide, etc. Et pourtant des gens très habitués à aller dans des endroits compliqués, etc., etc. On n'est jamais à l'abri de rien dans ce pays. Donc gardez toujours à l'esprit, je garde un coup d'avance avec ma voiture première, marche arrière, je m'habille correctement pour passer inaperçu, je me mets dans les codes du pays, la même musique, si c'est pas la même musique, je ferme les fenêtres, je baisse la musique, voilà, j'essaye de passer le plus inaperçu possible et surtout j'ai une démarche avec assurance et vous verrez, vous n'aurez pas de problème en Amérique du Sud. Désolé pour cette vidéo qui était très très longue, voilà, il y avait plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. La semaine prochaine, on essaye de sortir de cette grosse galère et on verra si on arrive à arriver au Pérou et au Chili. En attendant, je vous embrasse, à la semaine prochaine.